En manchette ce soir, orage violent dans la région. Plus de 6 000 clients toujours privés d'électricité. Les principales pannes qui touchent le secteur de la Vallée-de-l'Or et le secteur de Rouyn-Noranda sont toutes attitrées présentement. Alors ça veut dire qu'il y a des équipes désignées sur place. Des signalements à la hausse à la DPJ régionale. Une pas pire augmentation, si on veut, des signalements pour notre région. La ville de Ville-Marie dévoile sa planification stratégique 2024-2031 où l'union semble faire la force. Le fameux mot fusion, là, et ça, il ne faut pas toucher à ça. Mais moi, je pense qu'un jour ou l'autre, dans les années à venir, il y en aura des regroupements municipaux. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Au lendemain, de violents orages dans la région, c'est plus de 4 000 clients qui sont toujours privés d'électricité en Abitibi-Témiscamingue. Et les zones qui ont été le plus touchées par l'événement sont Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Félix Blaquer a préparé ce qui suit. Les violents orages qui se sont abattus sur la région lundi soir ont causé d'importantes pannes d'électricité. Au plus fort des événements, 16 000 abonnés d'Hydro-Québec ont été privés de courant. À Val-d'Or, de nombreuses personnes ont vécu les soubresauts de Dame Nature. Ça a fait un gros boom, un éclair en même temps, et plus rien. Ça fait quand j'ai laissé passer une demi-heure, là j'ai appelé l'Hydro. Hier soir, ils m'ont dit que ça va revenir demain à 1h. Hey, c'est Sabardas, c'était loin, ça, là? Ouais, on a manqué d'hydro de 8h40 à 7h30 le matin. Fait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Puis là, on est venu chercher des hausses pour aller mouiller les chiens parce que les chiens vont mourir dans la maison. Il fait trop chaud. Les 15 équipes régionales d'Hydro-Québec se sont affairées dans la nuit de lundi à mardi à sécuriser les zones endommagées et à rétablir le courant pour les services essentiels. 20 équipes de l'extérieur de la région sont d'ailleurs venues prêter main forte. Les principales pannes qui touchent le secteur de la Vallée-de-l'Or et le secteur de Rouyn-Noranda sont toutes attitrées présentement. Alors ça veut dire qu'il y a des équipes désignées sur place au terrain qui sont en action. À Rouyn-Noranda, le service incendie a effectué 33 interventions, principalement pour des risques électriques et des infiltrations d'eau dans les résidences. À Val-d'Or, c'était également une trentaine d'appels de citoyens qui nécessitaient le service des pompiers. Ils vont commencer à avoir des appels un après l'autre pour des arbres sur des fils, des arbres déracinés, des arbres qui bloquaient les routes. Donc, on a intervenu en tout sur 36 interventions entre 20h hier soir et 6h ce matin. Jusqu'au rétablissement complet du réseau électrique dans la région, Hydro-Québec mentionne que les équipes de travailleurs vont s'alterner en raison des chaleurs accablantes pour ainsi maximiser leur sécurité. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va parler maintenant d'un bien triste constat. Les signalements à la direction de la jeunesse ont augmenté entre 2023 et 2024 dans les régions. Et l'exposition à la violence conjugale est aussi devenue préoccupante qu'Emilia Laliberté. Près de 5 000 signalements ont été traités par la Direction de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue en 2023-2024, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Pas pire augmentation, si on veut, des signalements pour notre région. L'année passée, on était à 3 973. C'est quand même 1 000 signalements, un petit peu plus que 1 000 signalements de plus. Les dénonciations en lien avec l'exposition à la violence conjugale ont aussi augmenté de 8 % avec 420 signalements en 2023-2024. Même si la situation peut sembler alarmante, la DPJ est rassurée de constater qu'une meilleure conscience sociale commence à s'installer. C'est 74 enfants seulement de plus que l'année passée qui ont nécessité des services en protection de la jeunesse. Les gens, on leur dit toujours, dans le doute, appelez à la DPJ, on va entendre ce que vous avez à nous dire, on va réfléchir avec vous, puis on va vous orienter à la bonne place au pire. La protection des enfants, c'est une responsabilité partagée, mais je trouve que, en réalité, faire un signalement, c'est de prendre ses responsabilités aussi. Entre 2023 et 2024, 1517 signalements ont été retenus dans la région et pour la moitié d'entre eux, il s'agit de cas de négligence. C'est les enfants qui se retrouvent dans des situations où, par exemple, manque de surveillance, manque de nourriture. Par exemple, un voisin pourrait avoir l'impression que l'enfant est laissé à lui seul, par exemple,
trop longtemps par rapport à son âge. Environ 60% des enfants pris en charge par la DPJ de l'Abitibi-Témiscamingue demeurent dans leur milieu familial, un pourcentage plus élevé comparativement au reste de la province. Peut-être parce qu'on est une petite région, on est à proximité de nos familles, on est à proximité des lieux de résidence, etc. On est en mesure d'offrir une intensité de service aussi auprès des familles. On a vraiment une intention. Le premier milieu de vie où un enfant devrait grandir de toute façon, c'est dans son milieu familial, ça on le sait. La DPJ régionale vient tout juste de lancer le balado « Ensemble pour la jeunesse », le tout pour mieux comprendre et soutenir les enfants et les adolescents du territoire. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Ville-Marie dévoile son plan stratégique 2024-2031 qui présentera le cadre, la vision et les orientations de la ville pour les années à venir. Les explications d'Alexandre Cabana. C'est un plan de match échelonné sur 7 ans qui se consacre principalement autour de 3 thèmes majeurs, soit une Ville-Marie dans sa ruralité, la qualité de vie et la beauté naturelle du site. À travers cette nouvelle planification stratégique, l'administration municipale veut d'emblée initier un dialogue sur le regroupement. Bien que Ville-Marie, on est la ville-centre, on a nos défis, mais on est très conscient que Ville-Marie seule ne peut pas fonctionner. Il faut que Ville-Marie travaille avec ses voisins. Mais quand on veut travailler sur des projets collectifs, je me dis, on aurait avantage à avoir aussi des regroupements. Ça peut être par secteur, ça sera à regarder, mais moi j'y crois, ce n'est pas qu'un choix d'élus de Ville-Marie. On l'a entendu dans chacune des consultations. Plusieurs autres objectifs sont aussi dans la mire de la planification stratégique. On aura 50-60 logements qui auront été bâtis en 2-3 ans pour Ville-Marie. C'est merveilleux. Mais le défi, c'est aussi le logement abordable. On n'a plus aucun terrain commercial de disponible. OK? Dans le multilogement, il en reste un. Puis du multilogement, c'est ça qui vient le plus rapidement possible répondre à des besoins. Le volet environnement, c'est sûr que quand on va vendre de nouveaux terrains, il va y avoir de la réglementation qui va leur demander d'être une ville un peu plus verte, que ce soit pour de la pelouse, des arbres, arbres fruitiers, tout ça. Ayons une belle ville, puis continuons à maintenir ça le plus possible. Le plan est d'ailleurs en grande partie le fruit des citoyens qui ont partagé leur vision pour la ville de demain à travers des rencontres et des sondages avec les élus municipaux. Le choix d'échelonner la stratégie sur 7 ans n'est pas un hasard. Le maire tient à ce que ses successeurs tendent eux aussi l'oreille à la population. On voulait s'assurer que dans le prochain mandat, qu'il y ait une base solide, mais toujours avec des actions à évaluer qu'on va faire année après année, mais que ça implique aussi l'autre suivant. Et afin de s'assurer de l'efficacité de sa planification stratégique, la Ville de Ville-Marie entend poursuivre les consultations avec la population et assurera un suivi ponctuel de la mise en œuvre des projets. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie, au Témiscamingue. Environ 200 personnes ont participé au congrès annuel qui est organisé par le secrétariat aux alliances économiques Nation CRI Abitibi-Témiscamingue. Et l'événement est en cours au centre des congrès de Rouyn-Noranda pour aborder plusieurs enjeux de logistique. Kimberly Hall. Des leaders des communautés, des entreprises locales ainsi que des élus municipaux et régionaux étaient présents pour la 20e édition du congrès annuel. De nouveaux services seront entre autres annoncés pendant l'événement. On est dans une plaque tournante au niveau du secrétariat. Là, on va annoncer des nouveaux services aussi pendant l'événement, dont un service de mentorat, dont un agent de liaison qui est spécifique à la nation Anishinaabe. Le thème cette année est le Nord et sa logistique. Le but est de comprendre comment les enjeux sociaux ont un impact sur la chaîne d'approvisionnement chez les communautés autochtones. On va avoir un panel sur les enjeux de la construction dans le Nord, les infrastructures du Nord, leur maintien. On va aussi avoir une discussion sur l'impact des feux de forêt. On va se rappeler que l'année passée, on avait des feux de forêt qui étaient historiques à ce temps-ci de l'année. L'autonomie alimentaire est également l'un des enjeux principaux discutés au courant de la journée de mardi. Selon la nutritionniste Chantal Vinette, l'accès et le prix des aliments dans le Nord sont toujours des préoccupations importantes. Nos épiceries sont beaucoup plus petites. Les aliments doivent voyager aussi sur une grande distance. Donc, des fois, la fraîcheur des aliments est moins grande. Donc, c'est des choses qui préoccupent les gens de chez nous, certainement, là, au niveau des aliments commerciaux. Les gens s'intéressent aussi beaucoup dans nos communautés à la disponibilité des aliments traditionnels sur le territoire. Les gens s'approvisionnent en produits de chasse, pêche et de cueillette. Étant donné que la disponibilité des aliments sont difficiles sur le territoire de Ayu, Itchit, Bay James, il y a des répercussions sur la santé des personnes CRI. Les gens ont vécu une transition alimentaire. Par le passé, les gens s'alimentaient des
des aliments exclusivement du territoire, dans le fond des yuichi, les aliments traditionnels. Mais maintenant, les gens s'alimentent aussi d'aliments commerciaux, donc ça a eu un impact sur la santé. Et les changements de mode de vie aussi, évidemment, ont eu un impact sur la santé. On voit que les gens vivent avec beaucoup de maladies chroniques, comme le diabète maintenant. Le congrès annuel du secrétariat aux alliances économiques Nation-Cri Abitibi-Témiscamingue se poursuit demain. Des panels sur l'innovation, les nouvelles technologies ainsi que la construction industrielle sont au programme. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Action Itinérance Val-d'Or a dévoilé son plan d'action dans le but de venir en aide et soutenir les personnes dans le besoin cet été. Et Alexis, quelques nouveautés sont au programme cette année. Oui, c'est la 3e édition cette année là, de ce projet-là qu'on avait commencé en 2022 et qu'on avait repris l'an dernier. Comme tu viens de le mentionner, Mélissa, il y a certaines nouveautés. D'abord, la Ville de Val-d'Or va installer là, des caméras de surveillance ainsi là, qu'un registre là, afin de permettre notamment à la Sûreté du Québec là, d'avoir accès à tout ça, un peu comme ils ont à la Victoriaville, et ça va permettre là, d'avoir une meilleure surveillance du territoire. Et également, on va offrir un meilleur service de communication aux citoyens afin que ceux-ci soient mieux informés là, des situations et soient mieux informés aussi des démarches qu'ils doivent prendre pour aider justement les personnes en situation d'itinérance ou en difficulté. Et aussi, il faut mentionner qu'il y a certains éléments qui vont faire le retour. Par exemple, les services policiers vont être encore très, très actifs au centre-ville. Et la roulotte Pétapa, qui avait dévoilé sa programmation il y a 3 semaines, bien évidemment, va être de retour pour aider les personnes en difficulté. Et Alexis, il y a plusieurs partenaires qui sont encore de la partie cette année. Oui, absolument. Là, le Centre intégré des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le PIOL, le Centre également d'amitié autochtone de la Ville de Val-d'Or, la Ville de Val-d'Or ainsi que la Sûreté du Québec vont tous être présents pour donner de leur connaissance et ainsi qu'aider le plus possible les personnes. On veut vraiment maximiser les ressources. Donc, 5 partenaires cette année qui vont être présents. Et par votre communiqué, la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, a mentionné que c'était un pas dans la bonne direction et qu'elle voulait que tous ensemble, on fasse un pas pour aider le plus possible les personnes en leur offrant le maximum de services possibles. C'est pour ça qu'on a fait appel, encore une fois cette année, à 5 partenaires. Et également, Mélissa, il faut mentionner qu'il y a 2 semaines, c'était la Ville de Rouyn-Noranda qui avait dévoilé son programme en se basant un peu sur des commentaires de citoyens du centre-ville. Donc, ça va être intéressant de suivre ça au courant de l'été. Alors, l'été qui commence, donc on va pouvoir suivre le programme de Rouyn, le programme de Val-d'Or. Alors, bon été tout le monde! Effectivement, merci Alexis. Et toujours à Val-d'Or, la Ville procédera à plusieurs travaux de réaménagement d'intersection à l'intérieur de la ville cet été. L'intersection 1er Avenue, 8e rue devant le Cégep, l'intersection Giguère-Forêt ainsi que les aménagements devant le Palais des Sports font notamment partie des secteurs qui seront réaménagés. Les travaux seront réalisés au courant de l'été et devraient normalement tous être terminés d'ici la fin de l'année. Le but des travaux est notamment d'améliorer la circulation piétonne et automobile. Et d'ailleurs, toujours à Val-d'Or, l'administration municipale confirme qu'elle a déposé une demande de réduction de la vitesse au ministère des Transports sur un tronçon du chemin Sullivan entre la voie ferrée et le carrefour giratoire. La requête a été déposée suite à la demande d'un citoyen de la ville. Une demande de réduction de 70 à 50 km/h est demandée. Le ministère des Transports évaluera le dossier au cours des prochaines semaines. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que votre municipalité devrait abaisser la vitesse dans certains secteurs? Vous avez répondu non à 55%. La municipalité de Tressesson retrouve 100% de son autonomie. Depuis lundi, le village n'est plus assujetti au contrôle de la Commission municipale du Québec. Et on rappelle que la municipalité de 1200 habitants était sous tutelle pour la gestion des ressources humaines depuis le mois de mars 2023. Et ça, c'était en raison de tensions au sein du conseil. Et on note aussi que près un an après la mise sous tutelle de Tressesson, sa directrice générale Chantal Poliquin avait été destituée en raison de manquements graves et imputables. Dans un autre dossier, la Fédération québécoise des municipalités est préoccupée devant la volonté du gouvernement du Canada de déposer d'urgence un décret concernant la protection du caribou au Québec. L'organisme souhaite que les deux gouvernements se parlent et selon son président Jacques Demers, si l'organisme partage la priorité environnementale
face à la protection du caribou. Elle demande quand même de prendre en considération les impacts de la situation sur les activités forestières des régions, du maintien de leur vitalité économique ou encore leur qualité de vie. En éducation maintenant, Action Réussite, Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires lancent le deuxième volet de la campagne Cultivons leur potentiel. Et ça a pour but de souligner l'importance que joue le tissu social d'un individu dans sa persévérance scolaire. Et en plus, ça montre aussi que tout le monde a un rôle à jouer dans la valorisation des études. La campagne est réalisée avec l'aide du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité. Sur un autre sujet, la ville d'Amos se dote d'une nouvelle politique de saines habitudes, de la vie active et du sport. L'objectif est de créer un environnement favorable pour que les citoyens de tout âge puissent adopter et maintenir une bonne santé globale. L'accessibilité, le bien-être psychologique et la promotion des saines habitudes font partie des principales orientations. Le comité souhaite aussi faire de la ville un centre de développement des athlètes et un lieu pour la tenue d'événements sportifs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation... Soyez avec nous après la pause puisqu'on vous dévoile la programmation de la guinguette chez Edmond qui est de retour cet été à Rwanda. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Le rendez-vous des employeurs a accueilli plus de 80 personnes pour sa 7e édition qui se tenait à Chibougamau le 29 mai. Des conférences sur les tendances en gestion des ressources humaines, l'impact de l'intelligence artificielle, l'épanouissement des employés étaient au cœur de la programmation. Le colloque a été organisé par un regroupement de partenaires avec la SADC Chibougamau-Chapin. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, la programmation des soirées à la guinguette chez Edmond a été dévoilée aujourd'hui. Tout l'été, chaque semaine, il va y avoir des artistes venant de partout au Québec, mais surtout de la région, ainsi que des DJ qui vont animer des soirées festives. Aussi, dans la programmation de la guinguette, il y a des artistes qui n'ont pas été encore annoncés. J'ai hâte de voir ça va être qui, ces belles surprises-là. Mais au total, c'est 15 concerts gratuits qui sont prévus du 20 juin au 16 août. Et ce jeudi, c'est le collectif Habitech qui va ouvrir le bal de 19h. Et on vous invite aussi à célébrer la fête nationale avec Par hasard ce dimanche, le 23 juin. La guinguette, c'est vraiment un classique de l'été à Rouyn-Noranda. Enfin, on peut lancer notre programmation très heureuse. C'est encore une programmation estivale, très diversifiée, qui met en valeur nos DJ régionaux, locaux et des artistes découvertes qui sont passés au FME ou qui passeront bientôt, mais dans la musique émergente. C'est un cadeau que le FME veut offrir à la population de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi-Témiscamingue pour dans le fond, le support que la population nous apporte depuis plus de 22 ans maintenant. Fait que c'est comme un petit cadeau qu'on donne à la population d'offrir ces spectacles-là accessibles gratuitement. Le public cible de la guinguette, c'est vraiment tout le monde, là, mais c'est très familial. On a autant des jeunes familles qui vont venir avec les enfants. On a beaucoup de, je vous dirais, de clientèle de 5 à 7, donc des amis, jeunes adultes, la population de Rouyn-Noranda. On aimerait bien là, que les gens d'ailleurs aussi viennent nous visiter parce que c'est pour tout le monde. Et Justine, les fins de soirée Bud Light vont faire plaisir aux couche-tard pendant le festival Ossiscan Lumière Westwood. Ça va se dérouler, les soirées après la programmation régulière. On va faire appel aux gens qui ont le goût d'allonger la soirée, qui ont le goût de continuer le party un petit peu. Vous allez être gâtés avec les fins de soirée Bud Light.
Préparez-vous à des soirées tripantes dès 23h pendant le festival Ossisco en Lumière les 8, 9 et 10 août. C'est sur le site du festival que ça a lieu. Alors bien sûr, ça prend votre passeport. Caravane, Guess-Me, Nicafeu et Boom Boom Town vont vous attendre sur la scène Bud Light tout de suite après la programmation régulière du festival. Selon le directeur général Frédéric Roy-Hall, les soirées Bud Light, c'est le moment de se rassembler pour continuer la soirée. Mais je pense que l'objectif est de dire que c'est à 11h, la vie n'arrête pas. Les gens, on est tous déjà rassemblés à la même endroit. Fait que tant qu'à ce que tout le monde se sépare dans les rues, bien, on en profite pour fêter. Les systèmes de son sont un peu moins forts, on se rapproche, puis on en profite pour fêter ensemble. C'est le plus gros moment pour festoyer de l'été. On pense que de toute façon, finir à 11h ferait aucun sens. Fait qu'on s'assure de trouver le bon contexte, puis on pense que ça va être un très, très beau party. Je pense que c'est un événement qui se passe une fois dans une vie, avoir Bryan Adams à Rouyn. Je pense que les gens vont avoir le goût de prendre un dernier verre, tout le monde ensemble, qu'on vient d'avoir 20 ans ou qu'on ait 80. On a envie de célébrer un petit peu, puis c'est en communauté qu'on va le faire. Bon, je me suis replacé les cheveux un peu, là. Le vent, il est assez intense ici sur le bord du lac Ossisco. Mais pour terminer, je voulais vous rappeler que toute la semaine, je vous fais gagner à chaque jour une paire de passeports Louveteau pour le festival H2O qui aura lieu du 11 au 13 juillet prochain. Pour participer, là, envoyez-moi à l'adresse courriel à l'écran pourquoi vous devriez gagner et avec qui vous aimeriez y aller. Fait que là, je peux juste vous souhaiter un gros bonne chance, tout le monde. Il y a du changement chez les Foreurs de Val-d'Or puisqu'un nouvel entraîneur se joint à l'équipe. On vous dit tous les détails dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Un nouvel entraîneur adjoint se joint à l'équipe des Foreurs de Val-d'Or et il s'agit d'Arnaud Dubé qui était entraîneur-chef des élites de Jonquière dans la Ligue M18 3A lors des 4 dernières saisons et il va s'occuper des attaquants du côté de Maxime Desruisseaux. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Il ne faudra pas mettre nos parapluies trop loin. Non, rangez-les pas dans le garde-robe. Là, vous allez en avoir besoin dans les prochains jours. Je vous rappelle qu'il y a encore un avertissement de chaleur aussi émis par Environnement Canada. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être partiellement nuageux avec des risques d'un orage et un minimum de 23. Au Témiscamingue aussi, un risque d'orage, par contre, un minimum de 21. Demain, partout en région, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec des averses au cours de la journée et encore une fois un risque d'orage. Un maximum de 32, mais ça monte jusqu'à 40 avec l'humidex. Alors, soyez prudents. Et un petit aperçu pour jeudi en Abitibi-Témiscamingue. On va avoir des averses avec un maximum de 24. Bien sûr, là, on est encore dans une grosse vague de chaleur collante, full humide. Fait que soyez prudents. Si vous n'avez pas d'air climatisé, n'hésitez pas à aller vous promener d'un centre d'achat ou même au cinéma pour vous rafraîchir. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, faites attention à vous. J'espère que les gens qui n'auront pas d'électricité les récupéreront rapidement. À demain.